donne la parole à Alexandre pour le coup. Alors j'aimerais que tu puisses nous dire un petit peu ce qu'il en est parce que les gens te connaissent surtout à travers alors deux éléments principaux qui font de toi une personne qui fait parler sur les réseaux sociaux, sur Internet, notamment avec SOS Mère, que tu as co-créé avec notamment André Jacolbec. Alors là, il s'est passé un truc énorme avec SOS Mère. C'est que tu as été rejoint, si on peut dire ça comme ça, avec les maires résistants. J'avais un petit papier. Donc les maires résistants avec sous l'égide de Fabrice Marchand. Donc Fabrice Marchand, on le rappelle, ancien gilet jaune qui est devenu maire, ou peut-être qu'il était maire et gilet jaune en même temps. Et ce dernier donc a décidé de créer cette association des maires résistants pour faire là aussi entre guillemets sécession par rapport au poids administratif et autoritaire que nous donne notre gouvernement. Et pour le coup, les maires résistants ont rejoint SOS Maire. Ils ne se connaissaient pas. Enfin, tu vas nous dire un petit peu ce qu'il en est. Et puis tu es aussi connu, bien entendu, pour les brigades d'e-crime, donc qui sont les fameux documents d'information communaux sur risque majeur, sachant que tu parcours la France régulièrement avec les brigades pour pouvoir informer sur ces fameux rapports qui sont disponibles pour tout à chacun dans sa commune. Dans quelle mesure est-ce que un maire, une commune peut être résilient par rapport à l'alimentation, la sécurité, l'énergie, la santé. Toutes ces questions, tu les mets en perspective, tu vas nous dire pourquoi est-ce que c'est important, et pour le coup, tu es créateur d'Existence B, donc on pourrait aussi se poser la question, pourquoi, en plus de SOS Mère, les brigades, Existence B est là, et sans compter que tu participes à l'Université francophone de l'autonomie alimentaire, bref, tu es un peu sur tous les fronts, et tu es un petit peu, j'allais dire un ovni, j'allais dire même insaisissable. Pourquoi? Parce que là, Alexandre, la vie aussi a fait que, autant tu as pris, t'as fait une sorte de sécession par rapport à tes responsabilités au sein du gouvernement il y a de ça quelques années, mais en plus aujourd'hui, tu te retrouves totalement libre, sans attache. Tu avais lancé une demande sur Internet, je voulais savoir ce qu'il en était, où tu souhaitais savoir si des personnes avaient un camping-car à te céder pour pas cher parce que tu étais entre guillemets à la rue. Donc comment tu vas déjà? C'est le premier point. Et bah oui, c'est important. Parce que même si tu as une faculté de par ton métier à être résilient, à rebondir, etc., quand en plus on a des enfants, enfin je sais que c'est vraiment pas facile, génère du stress. Et tout ça, tu nous le disais dans une vidéo sur Facebook, c'est l'occasion pour les gens qui te suivent de comprendre ce que c'est qu'être résilient et de servir entre guillemets d'exemple à travers ton propre parcours. Et il est vrai que bah, tu as appris à ne pas laisser tomber. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, s'il te plaît? Est-ce que tu vas bien donc? On Je revient. reviens à cette question. Oui, 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 ça va très bien parce Tu as trouvé un qu'effectivement, camping-car? la solution. Non, 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 mais les réseaux de solidarité fonctionnent encore. L'humain, c'est quand même quelque chose enfin, c'est un être magnifique, tant qu'il peut être absolument abject. Il y a les deux pôles et tout dépend de ce qu'on veut alimenter chez l'humain. Donc, les réseaux de solidarité, ça fonctionne et c'est maintenant qu'il faut s'enseigner. Là, c'est ce que je viens d'entendre. Je suis désolé, je ne me rappelle plus de votre prénom. Mais effectivement, il y a des enseignements à faire maintenant sur qui on est au fond. Alors, qui on est au fond pour justement savoir être résilient, je dirais mieux, transcendant. Alors moi, c'est pas mon truc d'employer trop de termes spirituels, vous m'en excuserez, mais transcender, c'est mieux qu'être résilient. Parce que résilient, c'est peut-être à chaque fois reproduire les mêmes erreurs ou subir les mêmes fatalités et s'en remettre. Bon, c'est déjà pas mal. C'est mieux que de s'effondrer et mourir, ou s'effondrer, tomber malade et mourir. Mais le mieux, c'est d'être transcendant. Et là, je pense que nous arrivons à la fin d'un cycle. Un cycle, j'entends beaucoup parler de pyramide. Oui, c'est vrai, c'est une domination pyramidale, mais par nos besoins physiologiques. Alors, sans parler d'organisation pyramidale, vous voyez à quoi je veux faire référence, ne serait-ce que dans notre propre physiologie à nous, quand on connaît, qu'on observe, qu'on s'instruit sur le circuit de récompense de nos neurones,
on s'aperçoit qu'on reproduit à peu près toujours les mêmes schémas. Les mêmes schémas de neuronaux, circuits de récompense, à savoir la nourriture, à savoir la sexualité, le rang social, tout ça, ça nous procure de la dopamine et on est dopamino-dépendant. Mais donc, on a tendance à faire toujours les mêmes sociétés, toujours avec ce besoin de se nourrir, ce besoin d'avoir de la sexualité, ce besoin d'avoir un rang social. Mais s'il y a un rang social, il y a hiérarchie. Et s'il y a hiérarchie, il y a pyramide. Et donc, à chaque fois, on reproduit toujours les mêmes effets. Ce qui fait que on bug un peu, ça fait presque des millénaires qu'on bug un peu sur toujours la même organisation sociale de nos sociétés. Pour autant, on a une partie de notre cerveau qui s'appelle le gyrus denté, euh, dans lequel poussent tous les jours 1500 neurones nouveaux. Alors le problème, c'est que s'ils poussent pour qu'ils prennent le même chemin que les autres neurones et qu'on reproduise les mêmes circuits de récompense, on va toujours reproduire ces pyramides. C'est là où j'en viens à la transcendance. Il y a une possibilité aujourd'hui de se reconnecter à la Terre. Mais alors là, une nouvelle fois, vous m'en excuserez, c'est pas la reconnexion à la Terre en appelant au spirituel, on est simplement jardiner. Moi, j'aime la magie, mais la magie de la rationalité. J'aime beaucoup voir les effets de personnes qui se retrouvent dans un jardin et qui se reconnectent, ne serait-ce qu'à leur nourriture. Et là, au fur et à mesure qu'ils recréent du vivant, où ils font pousser le vivant, où ils se mettent en communication avec le vivant et qui deviennent autonomes quasiment pour leur nourriture, forcément, au niveau du cerveau, il y a des choses qui se passent aussi. Au niveau de la manière de faire société, ça se passe autrement. Alors, c'est ce schéma-là que moi j'ai pour essayer de faire en sorte que nous essayions de faire société autrement. Mais là, je déborde un petit peu, c'est presque vraiment ce qu'on tente de faire avec Marjolaine Godard, qui est porteuse du projet Existence B, autant que je le suis. Et tenter de faire découvrir une société où justement on n'a plus exactement les mêmes circuits de récompense, mais on se retrouve en solidarité, on se retrouve en humanité, on se retrouve comme on a pu le vivre pendant un temps, certainement, hein, quand on était beaucoup plus solidaire, mais avec, cette fois-ci, une capacité à s'auto-légitimer en termes politiques. Alors, Existence B, je dirais que c'est le laboratoire pour les solutions. Et SOS Mer, c'est le lancement d'alerte. Brigade d'e-crime, que je n'ai pas créé, sont des gilets jaunes qui avaient écouté le discours de SOS Mer et qui se sont dit on en a marre de se faire démonter dans des manifestations qui nous apprennent, en fin de compte, qu'à nous résigner. Parce qu'au bout d'un moment, on a beau être dur au mal, on a beau être résilient, on a beau voir nos frères ou nos sœurs de combat tomber et vouloir y aller encore tous les week-ends, on voit bien que c'est presque un terrain prévu pour ça, un terrain prévu par le système pour que justement les gens ne puissent pas aller vers nous, les concitoyens ne puissent pas aller vers les Gilets jaunes. Donc ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres tactiques? Et si, il y a d'autres tactiques. Se répartir sur le territoire, se répartir sur 35 000 communes, c'est beaucoup plus difficile de nasser, de gazer, de mutiler des gens qui se répartissent sur 35 000 communes et qui en plus, de manière non virulente, viennent simplement demander que force reste à la loi. Parce que je l'ai déjà dit dans une interview, mais je vais le répéter aujourd'hui, la vraie rébellion aujourd'hui dans un monde corrompu, dans un système corrompu, c'est de faire respecter la loi qui protège. Je fais un petit bémol. Ceux qui diront oui, oui, mais la loi, c'est pas toujours moral, vous avez totalement raison. Totalement raison. L'apartheid était légal, l'esclavage était légal, la Shoah, enfin bref, tout un tas de monstruosités étaient légales. Quand je parle de loi, moi je parle de loi d'intérêt général. Alors, on se sent généralement bien avec ces lois-là. Elles ont pas de, elles oppressent pas. Regardez les lois qui passent en ce moment, elles oppressent. Les gens ne sont pas bien avec ces lois. C'est pas des lois où on se sent à l'aise avec. C'est-à-dire que quand on vous oblige
à discriminer l'autre, on ne se sent pas dans un état de liberté. Quand on a des lois qui vous désignent l'autre comme étant, euh, un peu comme 80 ans en arrière, celui qui, avec le typhus, va tuer toute la population, on ne se sent pas bien avec toutes ces réglementations-là. Et elles sont à combattre. Voilà. Donc, je reviens un petit peu en arrière, la loi de l'intérêt général, c'est celle avec laquelle on se sent bien. Et justement, la loi de l'intérêt général, c'est aussi la loi de 1400-811 de modernisation de la sécurité civile, qui, quelque part, si on lit l'article 3, nous oblige à être des citoyens qui réfléchissants, des citoyens constituants, comme dirait la mission Étienne Chouard. Parce que la loi de 1400-811 de modernisation de la sécurité civile, elle impose que nous devons anticiper un spectre plus large de crises qui pourraient arriver sur nos territoires. Un spectre plus large de crises, dans les mairies, dans les préfectures, on anticipe les crises. Mais c'est des crises qui sont connues. Sécheresse, inondation, ça c'est les risques naturels. Ou centrale Céveso, ça se rappelle Lubrizol au Rouen, ou une centrale nucléaire. Ça c'est des risques technologiques. Il y a deux catégories de risques qui sont calculés aujourd'hui. Administrativement, c'est les risques naturels et les risques technologiques. Mais cette loi 2004-811 implique tous les citoyens à réfléchir aux autres risques qu'il pourrait y avoir. Bon, c'est très simple. Si on veut arriver donc sur la question de SOS Mer et de Brigade d'e-crime, je vous pose la question, à vous qui nous écoutez, si vos supérettes et vos supermarchés sont vides, faute de cyberattaques, faute de problèmes géopolitiques entraînant les ruptures d'approvisionnement, une fois que vos supérettes et vos supermarchés ont les rayons vides, que se passe-t-il? Que mangez-vous? Et est-ce que vous êtes bien avec votre voisin? Je pense que vous avez à peu près la réponse, pardon. Sauf que vous pensez peut-être que vous pouvez manger ce qu'il y a dans les champs autour si vous partez en campagne. Eh bien, la réponse est non, vous vous trompez. Peut-être que vous pensez que parce que vous faites votre jardin, vous êtes en sécurité. Non, parce qu'on est 67 millions à ne pas savoir faire pousser notre alimentation. Donc même ceux qui ont un petit jardin seraient la cible de tous ceux qui n'ont pas. Donc voilà à quel degré de vulnérabilité on se trouve aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a lieu de lancer l'alerte. Alors, SOS Mer n'a fait que relayer cette alerte sur la résilience alimentaire. SOS Mer alerte sur d'autres résiliences, mais cette alerte sur la résilience alimentaire, c'est Stéphane Linou qui en est le père et qui, depuis 20 ans, alerte les élus sur le fait que ce n'est pas anticipé. Ce que je viens de dire, bon, ce qui n'est pas anticipé, c'est que si les supérettes, les supermarchés, donc symbole de la mondialisation, étaient bloqués, qu'est-ce qu'on mangerait? Ce serait forcément de gros risques d'émeutes, voire de guerre civile, sachant qu'on a plus de 15 millions d'armes en circulation dans notre beau pays. Si on me dit qu'il n'y a pas de problème, que les gens vont être obéissants, qu'on va pouvoir les former, on va les amener doucement à faire société autrement, moi je dis non, on arrête les conneries. J'ai eu une expérience de terrain. Je crois au développement personnel, mais je crois pas au mensonge non plus. D'accord ? Je crois que sur des temps longs, en temps de paix, on peut faire des choses. Il suffit de regarder un peu les images des gens qui se battent pour moins 70% sur du Nutella, pour du Black Friday. Je suis désolé de décevoir certainement, mais non, en cas de problème systémique majeur, les gens ne seront pas sages. Les gens penseront à eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Donc, et ça, c'est notre réalité. Alors, avec Brigade d'e-crime, ce sont donc ces gilets jaunes qui étaient dans la contestation. Ce sont des femmes essentiellement, dures au mal, qui se sont dit « Ah, en plus, il y a ce problème-là. » Alors, et d'une, notre République ne nous respecte pas, ne respecte pas notre droit de manifester, ne respecte pas la démocratie, ne respecte pas notre droit de parole, de s'exprimer, mais en plus, elle nous met en danger. Ok, on va se répartir sur tout le territoire et maintenant, on va aller poser la question au premier responsable de la sécurité. Et non pas pour faire une chasse aux sorcières auprès des maires, au contraire, pour soutenir les maires face à cette pression qui vient de tout en haut. Cette pression du sommet de la pyramide. Cette pression qui vise à mixer les intérêts privés avec les intérêts étatiques.
et qui va définir comment vont être les territoires en dépit des fondamentaux de la sécurité. C'est-à-dire que si vous écoutez Martine Donnette et Claude Diot, eux, ça fait 20 ans aussi qu'ils dénoncent qu'il n'y a plus de résilience des petits commerçants et des petits producteurs à cause du déni de favoritisme pour les grandes chaînes mondialisées. Voilà. Donc, les maires, il faut les soutenir. Il y en a qui sont à remettre dans le droit chemin. Et donc, Brigade d'E-Crime fait ce travail-là. C'est un travail d'ingénierie légale qui s'oppose à l'ingénierie sociale que nous subissons. L'ingénierie sociale, c'est ce truc complètement illégal qui se passe aujourd'hui où des cabinets ou des entreprises étrangères dictent à l'État ce que doit être nos vies. Ça, c'est illégal. C'est pas régalien. C'est du trafic d'influence, c'est des connivences, c'est délictuel, voire criminel dans certains cas. Si on reprend en main le régalien, c'est-à-dire que si les citoyens se mettent à réfléchir, si les citoyens sont autour des maires pour les alerter sur le fait qu'il n'y a pas de résilience alimentaire, qu'il faut vite des jardins partagés, ben on en revient à ce que je disais un petit peu, un peu avant. C'est-à-dire que des gens vont commencer à cultiver ensemble, à se parler et à prendre conscience de la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus être ces prisonniers de l'allégorie de la caverne de Platon, ceux à qui on raconte le monde, qui sont presque moussés comme des escargots devant BFM et tout ce qui nous est raconté à longueur de temps, mais qui prennent en considération quel est leur territoire, comment fonctionne leur territoire. Et bien souvent, les gens découvrent à quel point ils ont été bernés et à quel point ils ont laissé faire, parce que justement, c'était facile d'aller dans des grands centres où il y avait tout, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils creusaient la tombe de leur propre sécurité. Donc, Brigade d'E-Crime, SOS Maire, c'est beaucoup plus à destination des maires, et ça existe depuis plus longtemps que Brigade d'E-Crime. Et Brigade d'E-Crime, c'est des esprits conscientisés, c'est des esprits qui réfléchissent, c'est des esprits qui posent des questions et qui deviennent citoyens. Un citoyen, c'est pas quelqu'un qui met un bulletin dans une urne et qui attend 5 ans à passer son temps à gueuler que ça se passe mal. Un citoyen, c'est quelqu'un qui élit à l'article 3 de sa Constitution des représentants. Donc un citoyen, il doit savoir ce qui se passe sur son territoire. Il doit vouloir ce qui se passe sur son territoire. Et si ça se passe mal avec le député et le sénateur, il va le choper. Voilà. C'est pas le consommateur de la démocratie. Donc, la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile, qui nous implique dans les réflexions sur les spectres de menaces qu'il peut y avoir, elle fait de nous des citoyens. Et ça, c'est ce qu'a bien compris Brigade d'E-Crime. Puisque maintenant, Brigade d'E-Crime devient une force politique. Ça devient une force politique, non pas dans la force politique politicienne, c'est une force politique dans le bien de la cité. C'est-à-dire, messieurs, mesdames les élus, très bien, oui, et on a eu le cas pas plus tard qu'hier, et j'étais tout à l'heure en conférence avec les maires résistants. Quand vous faites un rendez-vous avec Brigade d'E-Crime et les élus, alors on vous sort le fait que oui, on n'a pas le temps, et c'est vrai que les élus ont une pression terrible, et les maires ont une pression terrible, ils n'ont pas beaucoup de temps. Et puis regardez quand même, ça va bien, la résilience alimentaire, on fait des PAT, donc projets d'alimentation territoriale, on fait même des PCAET, plans communaux, plans climat, air, énergie territoriale. Mais Brigade d'E-Crime ultra câblée, ultra formée, répond à chaque fois concrètement. Regardez, on prend Internet, ça c'est le site du gouvernement. Cyberattaque, ça dit quoi? Oui, risque majeur. Donc est-ce que déjà c'est dans votre plan communal de sauvegarde? C'est quoi déjà? Oui. Le DICRIM, vous savez, est-ce que c'est le document d'information communale sur les risques majeurs? Est-ce qu'il est à jour? C'est quoi un DICRIM? Oui. Il y en a plein. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'un DICRIM alors qu'ils sont responsables. Alors que l'obligation d'informer les citoyens, c'est une obligation, les gars. C'est pas juste consultatif. D'accord?
les citoyens, les administrés des communes doivent savoir ce qui se passe, par exemple, si un problème sur une centrale nucléaire. Si tout le monde va chercher son gamin à l'école, alors que dans le DICRIM, on disait non, 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 n'allez pas chercher votre gamin à l'école, bien souvent, vous avez des suraccidents. Pourquoi? Parce que tout le monde va se retrouver devant une école vide, créer des bouchons, et ceux qui étaient censés aller aider les enfants sont bloqués parce qu'il y a des bouchons devant l'école. Donc la différence entre les gens qui connaissent le DICRIM et ceux qui ne connaissent pas le DICRIM, c'est qu'il y en a qui sont aidants, ceux qui connaissent le DICRIM, et d'autres qui sont paumés et qui peuvent créer des suraccidents, ceux qui ne connaissent pas le DICRIM. Voilà pourquoi c'est important. Et pourquoi, donc, quand Brigade DICRIM, et après je vais vous laisser parler parce que sinon ça fait trop monologue, quand Brigade DICRIM est face à des élus ou des maires qui nous disent non, 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 on fait quelque chose, tout va bien, non. La question, c'est concrètement, aujourd'hui, nous sommes victimes de cyberattaques permanentes. Okay, c'est reconnu même à haut niveau. Le Conseil national de la résilience alimentaire dit, puisqu'il relaie Stéphane Linou, qu'en cas de cyberattaque, les supérettes et les supermarchés peuvent être vides. Donc, monsieur le maire, chers élus, qu'a donc prévu la commune en cas de problème? Et bien là, on a eu une sacrée réponse. Une sacrée réponse. Et ça va vous expliquer, vous démontrer le degré de vulnérabilité dont nous sommes tous les victimes. La réponse qui a été faite, je ne citerai pas la commune, parce qu'on va les aider pour que justement ils puissent se renforcer. Vous savez, nous, en politique, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si on n'a pas réussi à trouver la solution, on n'en parle pas. D'accord? Je vous invite maintenant à regarder les images de Black Friday, de regarder les images des gens qui dévalisaient les magasins pour du PQ, tous ceux qui se battent dès qu'il y a la moindre pénurie, l'essence et ainsi de suite. Et dites-moi si c'est normal. Maintenant, je vous laisse réagir. Alors, avant les réactions de nos intervenants, j'aimerais que tu puisses justement revenir à Existence B. C'est-à-dire que tu as commencé par SOS Mère, après tu as été vers les brigades d'ICRIM, et puis Existence B arrive et tu nous parlais d'un laboratoire. C'est-à-dire que tu as, dans ton évolution de conscience avec tes différentes actions sur le terrain, tu as compris que... enfin, tu as compris. Pour toi, ça te semblait comme une évidence de passer, j'allais dire, à la pratique dans un endroit, d'essayer de trouver un endroit et de créer ce laboratoire. Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans la conception d'Existence B? Alors, nous en sommes, donc, dans de la mémoire, dans la création de l'environnement avant que cet environnement s'habille de matière. Alors, ça peut paraître un peu perché de le dire comme ça, mais c'est-à-dire que quand on observe les écolieux, parce qu'on fait beaucoup de recherches, on s'aperçoit qu'il y a toujours un gros turnover. Pourquoi? Qu'est-ce que Parce que t'appelles nous, turnover? nous voulons Qu'est-ce que t'appelles turnover? turnover, pardon. Des gens qui arrivent et qui disent ça y est, je suis arrivé dans mon nouveau monde, et puis 6 mois après, ils claquent la porte et puis ils repartent dans l'existence tradie. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes font une erreur d'évaluation. C'est-à-dire que faire société et faire communauté, c'est deux choses qui ne sont pas diamétralement opposées, mais qui sont quand même pas les mêmes choses. La communauté a tendance à s'entendre au préalable sur la vision. D'accord? Mais sans vivre ensemble cette vision. Alors que faire société, c'est ne pas toujours être d'accord. Pas si tu es copain avec ton boulanger, avec ton garagiste, avec le mec que tu croises dans la rue, Laurent, ton voisin du dessus, ton voisin d'en bas, bref, tous ceux que tu croises, tu n'es pas forcément copain avec. Bon, pour autant, vous vous côtoyez, vous passez les uns côté des autres et vous faites société. Voilà. Donc, c'est des paramètres complètement différents. Alors, il y a beaucoup de tiers-lieux, bref, de communautés ont des turnovers, donc des gens qui rentrent et qui ressortent à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension affective qui vient se rajouter à la manœuvre. C'est-à-dire que quand les gens s'entendent et se disent ouais, ben, on va faire une nouvelle société, tu vas voir, ça va être plus juste, ouais, ouais. Et donc, ils y mettent du cœur. Et puis, il n'y aura pas de problème. Ça coupe, excuse-moi, Alexandre. On va laisser le flux revenir un petit peu parce que ça coupait, t'as été coupé, on t'entendait plus. Donc, il y a beaucoup de promesses,
qui a beaucoup de promesses dans ce genre de communauté. Et puis après, quand vient bien Alors, ce que je vais te demander, Alexandre, parce que ça ne change pas, juste coupe ta caméra, parce que on va t'entendre, on va plus te voir, mais je pense que ça va soulager le flux pour un temps. ouais, Vas-y. ok. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Ouais, on t'entend. Ouais. Donc, euh, la différence, c'est la fait qu'il y a entre une communauté et une société. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse faire société ensemble. Donc, j'ai expliqué pourquoi il y avait des problèmes, parce que dès qu'il y a des tâches un peu rudes à faire, ben, c'est étonnamment la petite communauté qui s'était rassemblée avec des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, puis d'autres qui avaient des moyens mais qui voulaient faire un nouveau monde. Eh ben, il y a des mémoires qui reviennent. Et le mec qui a investi 100 000 euros pour acheter le petit village, et ainsi de suite, dit, ouais, mais quand même, moi, je ne vais pas faire l'esclave comme l'autre qui a rien amené. Voilà. Et c'est des mécanismes inconscients qui reviennent très régulièrement. Et puis, en général, ça pète. Ouais, ce que Donc, disait Yvan tout à l'heure. ouais, ouais, c'est pour ça que son travail est super intéressant, son travail de prospective et je pense qu'il a vraiment beaucoup de choses à amener sur ce sujet. Euh, et nous, ce qu'on veut, c'est faire se rendre la tâche soi-disant plus difficile, en prenant justement des personnes qui n'ont rien à dire. Aujourd'hui, la France, il faut savoir qu'elle vit en silo. Chacun est dans son microcosme. Il y a des communautés justement dans cette société, des communautés ethniques, des communautés de travail, des communautés de partout. Et le seul lien entre ces silos, bah, c'est l'argent. Mais c'est l'argent en euros qui est tenu par qui on sait, par ces grandes multinationales, bref. Et si cet argent s'effondre, ben, il n'y a que des silos qui se découvrent avec beaucoup d'a priori les uns envers les autres. Donc nous, Existence B doit se faire avec des personnes qui sont voilà, qui n'ont rien à voir ensemble aujourd'hui, qui ne se côtoient pas, mais dont le lien va être l'envie de faire société autrement, de laisser un héritage planétaire, c'est-à-dire une éco-régénération, c'est-à-dire régénérer les écosystèmes pour que les enfants puissent encore manger des choses. On ne veut pas que ça se passe bien. Nous, on s'en fout que ça se passe bien. Ce qui nous intéresse, c'est que ça se passe. Comme la société, bah, ça se passe. Notre société actuelle se passe. On n'a pas d'ambition de dire qu'on va faire mieux. Nous, ce qui nous intéresse, le point important pour nous, c'est d'éco-régénérer. Alors, pourquoi donc faire ça? Parce que c'est bien gentil tout ce que je viens de dire, là, foutre la trouille aux gens, ah, on a déjà le Covid, l'autre taré de boisson qui nous dit on risque de crever de faim maintenant. Ouais, mais vous avez raison, si c'est pour ajouter de la peur sur de la peur, ça ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut, c'est montrer les initiatives qui fonctionnent et voir si on peut les faire passer à échelle. C'est-à-dire que nous, on n'invente pas grand-chose. On essaie d'inventer au maximum le lien entre toutes les initiatives qui fonctionnent. Donc, on a parlé de l'université francophone de l'autonomie alimentaire. C'est par eux que j'ai connu les anges gardins. Les anges gardins, les jardins de Cocagne. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les jardins de Cocagne, c'est les jardins de la réinsertion. C'est des gens qui sont, alors justement là, je vais me venger, ces gens qui ne sont rien qu'on trouve dans les gares, d'accord? Ces gens qui ne seraient rien, d'accord? Et puis les sans-dents, suivant l'autre socialiste d'avant. Donc c'est toutes ces personnes que moi j'aime beaucoup, qui sont des personnes qui sont là dans ce monde, qui n'ont pas trouvé vraiment leur place et qui, dans les jardins d'insertion, vont se reconstruire. C'est même pas qu'ils vont se reconstruire, c'est que parfois ils se construisent. Et les anges gardins, ça trouve, le nom est bien trouvé puisque c'est dans le nord, un jardin là-bas, ça se dit gardin. On fait un écosystème qui permet aux gens les plus précaires de se lever, de trouver la ressource tant en extérieur, celle qu'ils ne voyaient pas. On est dans l'ancien bassin minier, hein, dans le nord, là où il y a énormément de chômage. Donc, ils ne voyaient pas la ressource, et là, ils la trouvent à l'extérieur, et parce qu'ils ont été appris à identifier la ressource dans un premier temps, et par des formateurs, puis après, à eux-mêmes trouver la ressource à l'extérieur, ils trouvent la ressource à l'intérieur. Et là, ce ne sont plus des gens qui sont rien. Eux, ils peuvent commencer à faire flipper BlackRock, Vanguard Group, State Street et UBS. Parce qu'ils sont capables, aujourd'hui, ces gens qui, soi-disant, n'étaient rien,
de créer leur économie, de faire fonctionner le 8 à 8 à côté, avec leur monnaie qu'ils ont créée eux-mêmes, la manne. La monnaie, une autre nature pour de nouveaux échanges. Ils sont capables d'aller chez le coiffeur, ils sont capables d'aller à la pizzeria, au kebab. Euh, ils sont en train de reprendre le pouvoir. Et le mieux, c'est que c'est tout à fait légal, c'est soutenu par le département et la région. Et Moi, ça c'est transposable ailleurs, potentiellement, dans bien d'autres sûr, régions en c'est France. voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir des cabinets privés qui se la pètent, qui pensent qu'ils ne risqueront jamais la prison. Au bout d'un moment, la réalité de terrain est ce qu'elle est. Aujourd'hui, nous sommes en vulnérabilité et chaque jour euh, que, que nous vivons, où il y a des brigades d'e-crime, il y a des gens qui entendent le message que je suis en train de passer et qui, moi, ce que je préfère, c'est ceux qui ne veulent pas y croire et qui vont tout faire pour dire dans les boissons, on raconte des conneries. Puis ils creusent par eux-mêmes, puis là, ils tombent sur la même équation. Et là, donc, ils prennent conscience. Et là, d'un seul coup, ils veulent faire quelque chose. Peut-être qu'ils n'aiment toujours pas boisson, mais ils veulent faire leur petit truc. Mais quoi qu'il en soit, pendant ce temps-là, les espèces de fous furieux d'intérêts privés qui pilotent nos États, ils se retrouvent de plus en plus en danger. Et là, on se libère. Et on se libère sans quitter notre territoire. Alors, attention, je ne fais pas une provocation à Paul, hein, mais c'est depuis nos territoires qu'on fait ça. On va chasser BlackRock tous les jours. On va chasser Vanguard Group, State Street et UBS tous les jours. À partir du moment où la manne ne circule plus dans leur circuit, parce que la manne n'est pas indexée sur l'euro, mais ils ne captent rien. Alors que là, en ce moment, on est en train encore de les servir. On est tous sur des ordinateurs. On a, et si vous regardez qui est propriétaire de l'ordinateur, vous aurez les quatre gros là, dont je viens de parler. On s'est déplacé certainement dans la journée, on les a servis. Alors que là, ces gens qui n'étaient rien, et j'en termine là-dessus, ces sans-dents, qui étaient insultés par des gens qui devraient les défendre, eh bien, ces sans-dents et ces riens deviennent des tout. Ouais, les derniers seront les premiers. Et puis là, le maire, il est très content, parce que la résilience alimentaire, elle se fait sur son territoire, il n'a pas d'affaire. Son dit crime, il est impeccable. Le préfet ne peut rien dire, parce que lui, le préfet, il a le document départemental des risques majeurs à considérer, et comme ce n'est pas fait non plus. Hein, parce que je vous mets au défi d'aller voir les préfets et leur demander s'ils ont remis à jour leurs documents alors qu'on est en pleine crise Covid. D'accord? Vous allez avoir des surprises. En principe, tout doit être réactualisé en termes de documents, d'e-crime, PCS, tout. Vous regardez quand date la dernière mise à jour, et vous allez avoir des surprises. Donc, progressivement, depuis la base, on fait changer deux choses. On inverse, on remet le pouvoir à l'endroit, et on fait se découvrir, c'était le fameux Gyrus Danté, là, qui produit 1500 neurones par jour, on fait se découvrir des gens avec leur pleine puissance. Voilà. Des gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas légitimes, qui deviennent des vrais citoyens. On crée enfin la démocratie, on arrête de se faire prendre pour des cons. Merci beaucoup Alexandre. Je vais te demander pour le coup, puisque tu vas surtout écouter les interventions au regard de ton intervention à toi, nos autres intervenants, donc tu peux remettre ta vidéo. Je donne la parole à Paul Fournier. Excuse-moi, juste un truc. Est-ce que tu avais prévenu quand même que moi, je ne pourrais pas rester jusqu'à la fin? Non, enfin oui, je leur avais prévenu, mais pas aux auditeurs. Donc voilà, tu viens de le faire, c'est super. Donc dans quelle mesure est-ce que tu peux ou pas rester au moins le temps de la réponse? Un quart d'heure. Un quart d'heure, ok. Tu nous dis que de toute façon, quand tu y vas, tu nous le dis. Donc Paul, réaction ou action par rapport aux propos d'Alexandre? Eh ben, d'abord, je salue Alexandre au passage sur l'idée qu'on ait pu dans l'action justement se retrouver à un moment donné. Là où il avait une idée géniale avec justement les brigades d'e-crime, c'est-à-dire d'être représentatif sur la commune de La Roche-sur-Yon à l'époque. Et c'est d'ailleurs comme ça avec Alexandre qu'on a commencé à échanger et puis qu'on s'est connus. Et ça a permis en prolongement, bah, justement, de lui présenter moi ce que je faisais en termes d'expérimentation, justement, quant à la résilience alimentaire. Et en l'occurrence, bah, c'est le titre d'ailleurs que porte sous mon effigie les citrons givrés. Donc on a monté en relais la possibilité de faire revenir des agrumes de Sicile en 43 relais en France, qui distribuent ceci de manière associative plus de 5 tonnes d'agrumes par mois, que multiplie bien sûr 48 relais.
et qui justement d'un point de vue associatif relaie justement avec Walter entre autres un projet comme Sortir Bio.fr qui vont permettre justement de se faire reconnaître sur le territoire tous les producteurs locaux. Alors ce qui s'est passé pour les citrons givrés, c'est que ça a été fédérateur. Donc c'est pris comme un exemple dans l'action. Ça a été fédérateur. Bon, moi par définition, un peu comme Alexandre, je suis facilitateur, hein, c'est-à-dire que bah là j'ai délégué parce que j'ai tellement de tâches à suivre maintenant sur le déploiement de cette idée. Si je reprends l'exemple de l'idée qu'on peut se faire d'une Europe sociale, par exemple, eh ben en distribuant, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend directement de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, sur la région, le département. Et du coup, ce qui se passe aussi, c'est que en prolongement de tout ça, l'idée même qu'on peut se faire d'une Europe sociale s'est déployée également aussi en Sicile, parce que ça leur a permis de se développer et ainsi de pouvoir accueillir des migrants justement en passage. Alors ça me rappelle l'exemple que vient de donner exactement Boisson Alexandre dans ce système de pensée-là, c'était de pouvoir réunir des gens, restituer de la formation et redonner du pouvoir à des migrants qui, ceux-ci, au lieu de pouvoir simplement passer en Sicile et ensuite atterrir, on le sait, dans le Nord-Pas-de-Calais pour ensuite être dans les pires galères possibles et imaginables, ont pour certains la possibilité de pouvoir se former, d'apprendre l'agroforesterie, les agrumes, et sur le principe même de pouvoir générer en retour dans leur propre pays la même façon de voir les choses, et ben voilà. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est au travers de ce que dit Alexandre, c'est le déploiement effectivement de ces méthodologies, je dirais, sociales, humaines, bienveillantes. Dans ces tiers-lieux, aujourd'hui, effectivement, j'ai eu comme lui l'occasion d'en faire un petit peu le tour pour trouver ça aussi d'ailleurs très inspirant. Mais comme le dit aussi Yvan, avec cette espèce de turnover, voilà. Bon, pour dire quoi? Pour dire que on tombe sur les problèmes toujours identiques dans ces écolieux, tiers-lieux, c'est de savoir au final qui c'est qui va nettoyer le WC, quoi. Donc et voilà, ces problématiques-là, elles sont incontournables. Et socialement, on a essayé de travailler là-dessus. Et effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a toujours cette faille humaine de malveillance, des fois inconsciente, qui fait qu'il y a toujours des problématiques pratiques qui opèrent dans ce cas-là. Pour ce que disait Alexandre en termes de municipalité, cette fois-ci de mairie, eh ben moi je suis mal tombé, je suis tombé dans la pire des communes, puisque en fait la seule personne qui a voulu s'installer chez moi en élevage de poulets, par exemple, s'est fait virer pour délit de faciès, malheureusement. Donc l'histoire a été heureusement récupérée, mais pour dire quoi? Pour dire que les maires sont pas du tout préparés à ça dans le sens, je dirais, éthique et profond du terme, c'est-à-dire du fonctionnement même de la pyramide, à savoir, c'est des gens, malheureusement, alors c'est le cas dans ma commune, j'ai pas peur de le dire, soit disant que on peut avoir de l'écoute, etc., mais en fait, tout est préétabli parce que ces fameux maires, dans certains cas, pas tous, heureusement, eh ben, la tendance, c'est d'être coopté entre familles, coopté depuis des années, voire des générations, qui facilitent pas du tout, mais alors du tout, l'éventualité de pouvoir fonctionner de manière plus humaine. Cependant, cependant, et là, j'aimerais bien qu'Alexandre l'entende bien, par le fait de rendre actif une émulation citoyenne, populaire, comme c'est le cas des citrons jurés sur ma propre commune, entre parenthèses, on a 150 adhérents, et ben ça fait boum. Et c'est obligé de faire boum. D'accord? Ça C'est fait la boum. Et stratégie ce qui de fait, l'IA. voilà, ce qui fait boum, c'est que c'est le maire qui est venu nous voir, nous disait, ah, bah vous faites ça. Eh, mais vous êtes la plus grosse association de la commune. Je dis, bah oui, on a travaillé effectivement sur la résilience alimentaire depuis tout ce temps. On a commencé par les agrumes. Les agrumes, spirituellement, je reviens là-dessus, c'est quand même du soleil. C'est aussi de la bonne santé, c'est de la vitamine, c'est de la lumière aussi, parce qu'il n'y a même pas besoin de les promouvoir tellement ils sont de qualité. En amont, c'est-à-dire les exploitants là-bas en Sicile, ils fonctionnent de manière aussi bienveillante, vertueuse. C'est un consortium de manière circulaire en collège. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est en train de faire des petits, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de manière inéluctable. Même si ça va être long, même si la transition, comme partout ailleurs, elle ne se fait pas du jour au lendemain, mais toujours est-il que ça rentre dans les consciences. Et c'est ce qui importe. Alors la crise Covid faisant, eh ben, ça a juste fait que d'accélérer le processus, qui fait que justement,
les petits producteurs sont venus nous rejoindre, et qui plus est, maintenant, ils sont, je dirais presque borderline, c'est-à-dire qu'ils s'organisent chez eux, dans l'intimité, malgré les contraintes qu'on connaît de nombre de personnes, de machins, de trucs. Eh ben, c'est pas grave, les choses sont réduites, ça fait plus d'intimité, ça fait plus de social, ça fait plus d'échanges, et du coup, ça fait encore boum et boum. Et donc, du coup, ça éveille des consciences. Non, non, mais enfin, voilà, je défends ce que j'ai à défendre parce que j'en ai quand même une expérience aussi. Et même si c'est long, et ben, malgré tout, ben, ça avance. Et concernant cette fois-ci l'idée de la pyramide dont on parle souvent ce soir, c'est encore qu'une fois de plus. Alors, j'entends hein, l'histoire des maires, effectivement, et j'espère que ça va se déployer, effectivement. Sauf que, donc, je viens de citer ce cas précis, mais il n'est pas isolé. Ce que je veux dire, c'est que dans ces communes, la prise de conscience se fait du citoyen vers les élus. Et c'est presque un non-sens. Ça devrait être le contraire. Il devrait venir vers nous. Donc, bah, en termes d'énergie, de ce que ça représente d'émulation, eh ben, on prouve aussi que ça fonctionne. Et pour en tout cas notre commune et d'autres communes qui reprennent le même exemple, eh ben, c'est ce qui se passe en gros. Alors c'est pour ça que, bon, voilà. Dans le même temps, il y a des gens, effectivement, qui s'organisent en îlots, en écolieux, en lieu négantropique, pour utiliser un terme scientifique. Le lieu négantropique, c'est ça, c'est-à-dire je me gère, je suis un cadre, je développe, j'en connais les pourtours et les limites, et je réfléchis à la moindre des causalités, à la moindre des effets, et je m'inspire aussi, parce que dans ce cas-là, souvent, on retrouve effectivement une inspiration qui nous vient des premiers peuples. Alexandre, Voilà. tu souhaitais réagir sur les propos de... Je t'ai vu lever les mains. Oui, avant de vous quitter, donc, je tenais à vous informer quand même que donc les brigades d'e-crime ont écrit à tous les procureurs de France, tous, pour leur expliquer euh, que leur ventre de procureur et les ventres de leur famille dépendaient de la compétence des maires et des préfets qui auraient prévu. Euh, qui aurait anticipé les risques convenablement. Sans quoi, s'il y avait des gros problèmes, un peu comme c'est tombé comme un coup près pour Agnès Buzyn, c'est l'article 121.3 du Code pénal, manquement à une obligation de sécurité. Donc là, maintenant, tous les procureurs de France savent qu'il y a des opérations de consultation de DICRIM et autres conversations avec les responsables des risques, que ces conversations sont de nature à être constructives, mais quand même assez fermes. Constructives dans le sens où on explique bien que, effectivement, le maire ne peut pas tout gérer, les élus ne peuvent pas tout gérer, mais que les agoras où on va discuter avec les citoyens, sont plus qu'essentiels. C'est un état de nécessité de les faire maintenant, sans quoi on va à la catastrophe. Donc maintenant, même au niveau de la justice, la brigade d'e-crime a fait le boulot et il vaudra mieux que ça se passe bien, même pour nos têtes pensantes de tout là-haut, parce que là, au rythme des cyberattaques que nous vivons, on risque de vite avoir des troubles. Et vous avez vu Sarkozy, hein, ça peut taper fort, hein, la justice des fois. Voilà. Bon, donc ça t'es en train de nous dire avec le voilà que tu t'en vas, Alexandre, c'est bien ça? Mais je t'avais prévenu, je suis Oui, oui, non, vraiment mais écoute, désolé. non, mais déjà, attends, déjà un grand merci d'avoir consacré du temps à cette émission. T'étais vraiment une pierre d'achoppement essentielle. Donc merci, merci, merci beaucoup pour t'avoir eu ici, c'est génial. Bah, je te souhaite le meilleur et puis on reste en contact de toute façon pour la suite. Vous êtes tous des pierres d'achoppement, parce que chacun, dans votre façon, et qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas d'ailleurs, hein, vous essayez de faire des choses, et ça, c'est vraiment très bien. Voilà. Je t'enverrai Merci le à vous. lien, je t'enverrai le lien de l'émission, Alexandre, Je le relayerai sur SOS Mère, et puis je demanderai à pour voir la Brigitte suite, si tu veux. notamment de ce qui s'est dit suite à ton intervention. Merci à toi, à bientôt, Alexandre. Allez, on s'appelle bientôt, hein. Allez, au On revoir à tous. s'appelle. Salut.
Alors, suite toujours aux propos d'Alexandre Boisson, je donne la parole à Annie et à Malik. Alors Annie, qu'est-ce que ça t'a inspiré, toute cette histoire? Est-ce que tu avais connaissance, toujours pareil, hein, est-ce que tu avais connaissance des brigades d'Itrim, de SOS Mer, et de l'état des lieux, entre guillemets, de tout ce qui était entrepris auprès des communes d'un point de vue, on va dire, administratif, législatif, par rapport à l'administration, tout ce qui fonctionne, qui fait qu'aujourd'hui les communes, entre guillemets, fonctionnent telles qu'elles fonctionnent? En fait, je suis avec Alexandre depuis début 2019, donc oui, je l'ai connu à travers les SOS Mer, d'ICRIM. Voilà, donc on est complémentaires, on s'appelle pas souvent, mais oui, nous sommes en lien parce qu'on sait qu'on va dans la même direction. Alors, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ces propos? Peut-être, je sais pas si tu as appris grand-chose, et où est-ce que tu en es, toi, justement, en lien avec les cantons solidaires autonomes? Quand il y a une antenne qui se crée, par exemple, est-ce que vous les invitez à se mettre en lien aussi avec les brigades d'ICRIM? Comment est-ce que, j'allais dire, tu incorpores les brigades, peut-être SOS Mer, peut-être, au sein des cantons solidaires autonomes? Alors oui, les SOS Mer faisaient partie de nos partenaires, d'ICRIM aussi, hein, puisque on avait proposé il y a le début du DICRIM à tous les cantons, puisque l'idée des cantons, voilà, c'est pas le moment, mais l'idée des cantons, c'est recréer des mini sociétés dans chacun des cantons. Donc bien entendu que des personnes de chacun des cantons puissent travailler sur le DICRIM. Donc c'est compliqué parce qu'on peut pas imposer les choses. C'est libre à chacun, on peut suggérer, mais libre à chacun ou pas. Mais effectivement, il y a des personnes d'ICRIM qui sont dans différents cantons. Voilà. Malik, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, puisque donc tu étais au courant, est-ce que tu as eu l'occasion d'apprendre quelque chose, et qu'est-ce que ça t'a inspiré, quand bien même tu savais déjà tout ça? Alors moi, Alexandre, je le connais pas personnellement, particulièrement. J'avais entendu parler il y a quelques mois de ça de son existence B. J'avais été voir sur Internet par le biais d'une invitation. Quand j'ai lu un peu ce qu'il y avait dans les existences B, ça m'a beaucoup parlé parce qu'il y a un thème que beaucoup de personnes qui sont dans l'autonomie, dans les écolieux et toutes ces choses-là négligent souvent, c'est la sécurité. Tout le monde voit un peu les écolieux, la bienveillance, tout ça, un peu dans un monde de bisounours. Ils ont souvent tendance à oublier le thème de la sécurité, comme il a très bien évoqué. Je suis complètement en phase avec ce qu'Alexandre a dit d'un point de vue temporel. Donc, c'est-à-dire que il ne faut pas penser que les choses vont se passer de façon bienveillante, que ce soit des deux côtés, hein, que ce soit de notre part ou que ce soit du côté du système. Dire que ce qu'on est en train de faire, on est en train de gêner le système. Donc le système, il a des privilèges qu'il ne laissera pas tomber comme ça, parce que voilà, ils ont un projet, et ce projet, ils vont aller au bout de leur projet. Donc nous, on est un peu grain de sable dans la chaussure qui les gêne. Et donc je pense que voilà, tout ce qu'on fait, on est épié, on est surveillé. Donc il faut prendre en compte ce sujet particulier. Et donc, il faut faire ce qu'on a à faire. Il faut les laisser faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire que si on fonctionne en se disant on ne peut pas faire les choses parce qu'il ne faut pas se mettre dans les problèmes ou quoi que ce soit, il faut faire ce qu'on a à faire. On verra comment ça évolue. Et il faut s'attendre particulièrement à ce qu'il y ait une réponse virulente à un moment donné. Donc, oui, Alexandre a tout à fait raison. Je suis complètement en phase avec ce qu'il dit. Et je pense que c'est un chemin à suivre. Yvan Malchef. Alors, est-ce que tu connaissais SOS Mer, les brigades d'ICRIM? Non, je ne connaissais pas, en tout cas pas avant que tu m'en parles, toi, pour préparer cette émission. Même si j'avais vu tout de même une ou deux vidéos d'Alexandre précédemment, donc, mais je ne connaissais pas bien. Et ce que j'en pense, c'est que d'abord, je salue, moi, une démarche extrêmement incarnée, hein, c'est-à-dire au plus proche de la réalité, des dangers et du terrain.
Et ça me plaît beaucoup, fondamentalement, se dire qu'effectivement, il y a des problèmes extrêmement concrets à résoudre, qui sont effectivement d'abord, et je crois que là-dessus il a raison, l'ordre de la sécurité et presque de la sûreté des personnes. Enfin, c'est un ensemble, mais en tout cas la sécurité alimentaire, ben oui, ça c'est très concret. Et ça devrait effectivement être une de nos premières préoccupations, alors que ce n'est pas le cas. Et ce que je trouve deuxièmement remarquable aussi, c'est que, si j'ai bien compris, si j'ai tout compris, il s'agit peut-être pas de réinventer là un monde, mais d'utiliser déjà ce que permet la loi et ce que permettent les institutions, et de les faire fonctionner pour ces objectifs qui ont été annoncés. Et je pense que ça aussi, c'est un chemin qui, pour moi, n'est pas exclusif du chemin de l'innovation radicale. Je crois que c'est complémentaire. Moi, sur tout ce que je fais, je me refuse de penser qu'il y a une seule voie, une seule façon de résoudre les choses, s'il y avait un seul individu et une seule typologie de personnes. Donc, cette approche qui consiste à dire on va mobiliser des institutions, des maires. Les maires sont peut-être les derniers remparts finalement de la possibilité d'une démocratie, ou en tout cas, si ce n'est pas une démocratie, d'une activité territoriale un peu autonome. Donc on va mobiliser des maires, faire prendre conscience à des personnes proches des réalités de terrain qu'il y a des vrais sujets sur lesquels il faut se mobiliser, et utiliser pour ça la loi, c'est remarquable, je trouve, comme approche. Donc voilà, parce qu'à la fin, si j'écoute les dernières phrases d'Alexandre, il a dit tout à l'heure, depuis la base, on fait changer, on fait se découvrir des gens avec leur pleine puissance. C'est tout à fait ce qu'a dit Paul tout à l'heure. Moi, je ne vois pas de différence. Je n'en vois pas. Je vois par contre un chemin d'accès qui n'est pas le même. Je ne les opposerai pas. Je dirais que ce sont des chemins complémentaires qui doivent marcher ensemble. Et justement, le point d'après, c'est quand il y a cette floraison d'initiatives différentes, parce que portées par des personnes différentes, portées par des traditions, des cultures sociales, des cultures de métiers, des cultures territoriales différentes, comment de tout ça après, on fait émerger un projet commun qui soit radicalement, qu'aujourd'hui on a besoin d'une radicalité, radicalement différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est là que ça devient encore plus passionnant et encore plus compliqué. Et les petites, parce qu'elles sont petites à l'échelle de ce dont on parle, petites expériences que j'ai eues là-dessus, autour de collectifs qui essayaient ensemble de changer d'échelle, parce que le sujet à un moment c'est comment on change d'échelle, c'est-à-dire il faut à la fois créer territorialement un certain nombre de choses, permettre à des personnes de réapproprier ou leur dignité ou leur pouvoir d'agir, bien, c'est ce qu'on a dit juste avant, et ensuite comment on change d'échelle, et là c'est plus complexe. Pourquoi c'est plus complexe? Parce que si on n'est pas porté par d'autres pratiques, et là je reviens toujours moi sur le thème qui est le mien, enfin le mien ne m'appartient pas, mais sur lequel je suis moi-même mobilisé, si on ne travaille pas sur des comportements et des attitudes différents, malgré nous, nous allons reproduire de toute façon les systèmes en vigueur qui sont basés sur la prédation du pouvoir, la captation du pouvoir, les hiérarchies, parce que nous portons ça dans nos modes de fonctionnement. Je ne vais pas dire dans notre ADN, heureusement, je pense que dans notre ADN, on porte autre chose de bien plus vaste. Nous portons ça dans notre éducation et dans tout ce que nous avons reçu, et nous ne savons pas faire autrement. Nous ne savons pas sortir des logiques guerrières entre nous. J'ai vu ça des centaines et des centaines de fois dans des collectifs citoyens qui voulaient changer le monde. Des logiques de guerre, je dis, avec mon voisin. Pour ceux qui ont côtoyé un tout petit peu les dynamiques gilets jaunes, on voit qu'à un certain moment, ces logiques de confrontation, on va les retrouver en interne dans les mouvements, plus fort que dans le système. Alors de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on veut changer qu'on n'est pas capable de commencer à expérimenter différemment? Et là, pour moi, les logiques, elles tombent si elles ne sont pas portées par une volonté farouche, je dirais, de vouloir agir et être différemment. Avec probablement une conscience élargie aussi des enjeux, avec probablement un récit différent de qu'est-ce que l'être humain et qu'est-ce qu'on est en train de faire ensemble. Parce que si on reste dans un petit cadre qui est le nôtre actuellement, on ne pourra pas penser une société radicalement différente. On refera la même chose en moins bien.
j'en veux pour preuve que si on ne fait pas attention aux monnaies locales, par exemple, on va recréer la rareté, on va recréer la prédation. Donc, ce n'est pas le fait de changer de l'euro, je ne sais quelle autre monnaie, qui fondamentalement va changer. C'est notre rapport à l'argent, notre rapport au pouvoir, notre rapport à nos émotions, rapport avec l'autre, et est-ce qu'on développe les circuits basés plutôt sur l'empathie plutôt que ceux sur la guerre. Alors maintenant, la guerre, comme vous le dites, vous êtes plusieurs à le dire, les logiques de guerre, elles existent autour de nous, et tout est fait, bien entendu, nous tombions dedans. Puis, à un certain moment, quand on est dans les logiques de survie, qu'est-ce qui nous reste comme choix, hein? Ah ouais. La non-violence radicale, hein, et puis tout le monde ne peut pas faire le choix de la non-violence radicale non plus. Même si c'est ce que moi je souhaiterais, mais tout le monde ne peut pas le faire. Donc je comprends hein, ces débats-là, mais si on reste enfermé dans le paradigme de dire, de toute façon, le système, oui, c'est vrai, le système nous surveille, nous épie, resserre de plus en plus les taux, tout le monde le vit, il n'y a pas besoin là d'être grand prophète de quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On reste dans les mêmes logiques ou on change de logique? Moi, je n'ai pas la réponse, mais je dis qu'il y a plusieurs chemins et à chacun de savoir où il veut se situer par rapport à ça. Et je crois que le chemin de la transformation radicale de nos comportements, de nos attitudes, de nos façons d'être, du récit d'une vie en société, du récit de qu'est-ce que c'est qu'un être humain dans la relation vivant aujourd'hui. Et là, Paul le suggérait tout à l'heure, les peuples premiers ont beaucoup à nous réapprendre ce lien-là, de ce lien profond. Eh bien, ce sont des chemins qu'il nous faut explorer si on veut vraiment changer le modèle. Sinon, on va être enfermé dans la matrice, comme c'est en cours en ce moment. Hein. La matrice technologique a tout prévu pour nous. On sera tous dans nos salons avec 18 avatars, le Bitcoin d'un côté, le je sais pas quoi de l'autre. L'aliment, on s'en préoccuperait même plus de savoir ce que c'est. Ça sera pensé tout pour nous, et puis je sais pas trop ce qu'on deviendra. Moi, c'est pas la vision que j'ai de l'être humain. Pour autant, c'est bien celle-là vers laquelle on est en train d'avancer quand même, de façon très très claire. Qu'est-ce qu'on a comme autre vision radicalement différente à proposer à ce système qui nous dit qu'on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix. Et que c'est ça qui nous attend de toute façon. Merci Yvan. Et là, voilà, je suis peut-être trop bavard. Hein. Tu vas avoir aussi ton temps de parole, t'inquiète pas, mais en tout cas, merci de ce retour. Excusez-moi si j'ai pris trop de temps de parole. Il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de problème.